Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir à la Charrière et très heureuse aussi de pouvoir partager cette conférence qui va nous chère à Amaury Guittard, qui est un passionné, qui n'est pas originel de Vendée, mais qui a une passion pour la Vendée, qui vient depuis qu'il est petit, et particulièrement aussi pour les guerres de Vendée. Et donc il va faire une conférence qui a beaucoup plu hier, qui a eu beaucoup de succès. Donc voilà, très heureuse de l'accueillir et de vous le faire découvrir. Et puis en même temps, il vous parlera aussi de son dernier livre qui vient de sortir. Voilà, donc bonne conférence à vous tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous dire mon bonheur d'être avec vous ici aujourd'hui. Et je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venu ici à la Charrière, ces journées du patrimoine ensoleillées. C'est vraiment un réel plaisir que j'ai à venir à votre rencontre. J'avais, comme l'a dit Anne-Catherine à l'instant, j'ai déjà fait une conférence hier. Et c'est avec grand plaisir que je vous repropose le même thème aujourd'hui sur la guerre de Vendée, le général de Suzannet. Permettez-moi tout d'abord de remercier très brièvement un certain nombre de personnes que j'aurais aimé saluer. Tout d'abord les personnes qui m'ont fait l'amitié de m'inviter aujourd'hui dans ce lieu magnifique à la Charrière. Je parle bien évidemment de la famille de Suzannet, notamment mon ami Balda de Suzannet, que j'aime du fond du cœur. C'est une grande histoire d'amitié de nombreuses années entre nous, Anne-Catherine bien évidemment. Permettez-moi également de saluer la présence des étudiants du collège anglais de Chavagne qui nous font également l'amitié et le plaisir d'être là aujourd'hui. J'en suis vraiment satisfait et nous tenons vraiment à vous saluer chaleureusement. Permettez-moi aussi de faire un petit clin d'œil à des amis historiens qui sont venus aujourd'hui. C'est mes amis Richard et Nadine. Vous les avez peut-être sans doute croisés sur le net avec le site Chemin Secret et la Maraîchine Normande qui a dépassé cette semaine le 1 million de vues. On est bien d'accord? Sur Internet, voilà. Ce sont des passionnés, des chercheurs, ce sont des chercheurs, trouveurs, des lanceurs d'alerte et des éveilleurs de conscience, comme on les aime dans notre Vendée. Voilà, je tenais à les saluer aujourd'hui également. Comment ne pas penser, en étant ici, à la Charrière, au général de Suzannet, bien sûr, mais surtout aussi un clin d'œil. Alors, je vais m'éloigner 15 secondes du sujet proposé, mais c'est une femme à qui je pense aujourd'hui énormément parce qu'elle a habité ce lieu. Elle a eu une importance fondamentale, c'est Hélène de Suzannet. Hélène de Suzannet, c'est la grand-mère d'Anne-Catherine que vous venez de voir, d'accord? Alors pourquoi je pense à elle particulièrement? Parce que Hélène de Suzannet a été la première femme députée de Vendée. Elle s'est toujours battue pour la liberté des femmes, pour le droit des femmes. C'est elle qui, aux côtés d'une poignée d'autres femmes dans les années 40, a œuvré pour que les femmes puissent obtenir le droit de vote. Avec son mari, d'accord, avec son mari, à la fin des années 30, ils sont partis sur le continent américain pour donner toute une tournée de conférences aux États-Unis et au Canada pour alerter sur les dangers de la montée du nazisme en Europe. Ils tenaient à alerter sur les périls à venir, déjà à la fin des années 30. Sous l'occupation plus tard, sous l'occupation allemande, Hélène de Suzannet abritera clandestinement et donnera refuge à des enfants juifs. Elle organisera depuis la capitale leur rapatriement en Vendée, ici, à Chavagne, au nez et à la barbe de l'occupant allemand. Et je tenais bien évidemment à avoir aujourd'hui en ce lieu une petite pensée pour elle. Voilà. Après certains regards que j'ai pu croiser, certaines personnes me connaissent déjà. D'autres s'inquiètent en disant tiens, il a des notes maintenant, c'est bien qu'il vieillit quand même. C'est pour être sûr de n'oublier personne. Voilà. Comme tout le monde. Mais je sais bien. Vous savez, moi je suis professeur d'éducation nationale, et encore plus de professeur d'éducation nationale, c'est qu'on a tendance à avoir la mémoire courte et à parler beaucoup. C'est pour ça que si je parle trop, il faudra m'arrêter. N'hésitez pas. Alors je vais essayer de me tenir à ce que j'avais prévu. Tout d'abord vous dire, bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Tout d'abord vous dire que, non, je ne suis pas vendéen.
Bon, je ne suis pas vendéen, mais faut-il l'être absolument pour avoir l'amour de la Vendée? L'amour de la Vendée et de son histoire n'a-t-il pas une portée un peu universelle? Non, je viens de Bourgogne, terre de moutarde et du bon vin, d'accord? Mais comme m'a dit un jour quelqu'un, il y a deux sortes de Vendéens. Vendéens par le sang versé, Vendéens par le sang reçu. Voilà. Il y a des faux de lettres par le sang reçu, vous l'avez été par le sang versé. Bon. Je ne suis pas historien non plus. Alors vous allez me dire, il y a tromperie sur la marchandise, il y a ni Vendéen ni historien. Non, je ne suis pas historien, je n'en ai ni la prétention, ni l'ambition, ni le talent. D'accord? Je suis par contre un passionné. Un passionné, un écrivain, d'accord? Ça fait plusieurs années que je publie des ouvrages de recherche historique à base d'archives que j'ai consultées, d'accord? Que j'ai tenues directement dans mes mains en me promenant à droite et à gauche aux quatre coins de l'Hexagone, dans tous les centres d'archives susceptibles d'abriter des sources qui pouvaient intéresser justement ce domaine de la guerre de Vendée. Et donc, le résultat de ces années de recherche sont dans l'ouvrage que j'ai publié aujourd'hui, enfin qui a été publié hier à l'occasion des Journées du patrimoine, qui s'intitule Vendée 93, chronique d'une insurrection. Alors oui, je ne suis pas vendéen, c'est vrai. Cela fait 28 ans néanmoins que je séjourne très régulièrement en Vendée, j'y réside, je m'y suis marié, j'y ai fait ma petite fille au mois de l'année dernière, qui est vendéenne, voilà, également, et voilà, depuis 2 ans, donc c'est vraiment une grande histoire d'amour qui m'est vient à nous. Je suis là aussi, je vais croiser dans cette conférence la vie du général de Suzannet, et puis un petit peu l'histoire de l'insurrection modèle et de la guerre de Vendée que je raconte dans cet ouvrage. Quand je suis allé voir mon éditeur, avec mon manuscrit, je lui ai dit, je voudrais écrire quelque chose. Alors il me dit, oui, il n'y a pas de souci, j'étais déjà allé voir quelqu'un d'autre, il m'avait dit, oui, il dit, je vois très bien ce qu'on va faire, il me dit, vous avez déjà écrit quelque chose, il me dit, on va mettre en gros amour de guitare, etc. Je dis, non, pas ça. Je dis, je voudrais quelque chose de sobre, quelque chose qui mette en valeur le petit peuple et le combat des Vendéens, parce que c'est à eux que je veux rendre hommage, et c'est eux que je veux mettre en lumière, vraiment, à base d'archives, dans cet ouvrage. Donc je voudrais Vendée 93, en gros. Je veux que ce soit les Vendéens qui soient l'auteur de ce livre. Je ne suis qu'un guide, on va dire, voilà, pour orienter au fil des différentes étapes. Je ne suis pas l'auteur de ce livre. C'est pour ça que j'en parle d'autant plus librement, même si c'est moi qui l'ai écrit. Et là, il m'a regardé, il me dit, bah, c'est évident. Et là, il a eu ce mot magique, il m'a dit, pour une fois, un prof sera humble. Je lui ai dit, mais de la part d'un éditeur, ça manque pas de sel quand même. Donc, voilà. Vous dire que mon travail de chercheur et mes diplômes universitaires m'ont permis d'acquérir certaines méthodes de recherche qui m'ont fait parcourir tout un tas de documents et mener, au cours de ces dernières années, un véritable travail de détective. J'ai vraiment cherché à remonter le fil d'Ariane, la ligne de vie de cette insurrection. Ça a vraiment été un travail passionnant et un travail de longue haleine. Voilà. Je vais essayer de vous le présenter aujourd'hui en même temps que Constance Suzannet, bien évidemment, puisque l'un étant d'une certaine manière indissociable de l'autre. Constance Suzannet, qui était-ce? Vous avez pu admirer son portrait de pied en cap et de façon magistrale à l'entrée, qui trône fièrement à l'entrée du hall, là dans le château. Vous avez vu ce portrait magnifique. Vous savez qu'il en existe trois exemplaires de ce portrait. Un qui se situe ici à la Chardière, un autre à Versailles, et puis un autre au musée de Cholet. Constance Suzannet, c'est un personnage haut en couleur, c'est un valeureux militaire, un brillant homme de guerre, et qui incarne, à côté d'autres chefs vendéens, non seulement l'image de la résistance, que Solzhenitsyn appellera plus tard, quand il est venu au Luc, la dissidence, mais surtout, il incarne la défense de la France la défense de la France et du sacré, on va dire, hein, dans le sens plus général, face au bulldozer laïcard né au moment de la Révolution française. En ce sens, Constance Suzannet a été un homme d'action et un homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui, par vocation, sait, en principe, les causes pour lesquelles la vie vaut d'être sacrifiée. Je dis bien en principe, hein, un politique, c'est quelqu'un qui, normalement, sait qu'il y a des choses supérieures à lui. Je dis bien normalement. Bien. Il s'appelle Pierre Jean-Baptiste Constant de Suzannet. Il naît en 1772, le 13 février précisément, ici à la Chardière, au lieu même où vous êtes assis aujourd'hui. Il est né dans une famille noble, les deux Suzannet, dont la noblesse remonte à fort loin dans l'histoire de France.
On sait par exemple qu'un certain Joseph de Suzannet fut le premier maire de la ville de Fontenay-le-Comte et qu'à ce titre, il eut l'honneur de recevoir le roi Louis XI. Les Suzannais sont une famille d'ancienne chevalerie, ayant possédé les baronnies de Suzannet et de Pouillet, et dont les armes, le blason, sont dénommées par la science héraldique comme d'azur 3 canettes d'argent, symbole de loyauté et de fidélité. Constant, comte de Suzannet, passe donc son enfance ici, à Chavagne, et cueille très tôt, sans le savoir, des fleurs de civilisation. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, les élèves du collège anglais ont une obligation et nous ont fait l'amitié de venir pour l'introduction. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir. Thank you very much for all. Thank you. You're welcome. Goodbye. Thanks. See you later. Donc, Constant de Suzannet passe son enfance ici, à Chavagne. Très tôt, il s'inspire des gens qu'il fréquente et marche dans leur sillage. Enfant déjà, dans le parc du château, il entend au loin la voix des paysans d'Arioleur qui appellent leurs bœufs dans les campagnes et le son des cloches portées par le vent. Ce sont ces mêmes paysans, ces mêmes gens du peuple qui, en côtoyant ce jeune enfant, lui apprennent la poésie de la campagne, la symphonie de leur quotidien, une symphonie en accord majeur, puisque c'est la symphonie des racines de la terre ne ment pas, contrairement à ce qu'on nous donne faire croire. Ce sont des racines immémoriales, des racines ancestrales, dont saura d'ailleurs s'inspirer Constant de Suzannet à un moment donné. Jeune homme, il intègre l'école de Sorèze, dans le Tarn, où il est nommé officier aux gardes françaises. Il devient donc militaire. Dans quelle société grandit Constant de Suzannet? On est quasiment à la veille de la Révolution française. Bon, vous savez que la société française, je ne vais pas vous faire je fais un bref rappel, mais bon, est divisée en 3 ordres, le clergé, le tiers-état et la noblesse, ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui se battent. D'accord. La France est une monarchie depuis de très nombreux siècles déjà, et intervient ce cataclysme de la Révolution française. C'est quoi le cataclysme de la Révolution française? C'est ce qu'on considère aujourd'hui, ce que tout le monde considère comme le socle commun, ce mythe glorifié par Michelet par la suite de toute notre nation. À en croire les historiens et bon nombre d'hommes politiques aujourd'hui, la France est née en 1789, et bien je suis désolé de vous le dire, et je pense que vous pensez comme moi, non. D'accord. Ce qui était avant n'était pas de l'obscurantisme, c'était pas les ténèbres du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc. Non, c'était lumineux, d'accord. Donc la Révolution française, c'est vraiment ce socle qui a, à partir de 1789, marqué une rupture. Nous faisons passer dans notre histoire contemporaine comme l'inversion de toutes les valeurs qui régissaient alors la société. C'est la substitution de valeurs telles que le bien commun, le sens de l'intérêt général, vous voyez ce que je veux dire, par la recherche individuelle du profit. C'est l'avènement du commerce, d'accord. Vous savez tous, le roi, la reine, le dauphin, le boulanger, la boulangère et le petit mitron, vous savez qu'ils m'ont dit « Oui, mais le peuple avait faim. Le peuple avait faim. » Oui, pourquoi le peuple avait faim? Eh bien, parce que le peuple ne pouvait plus se nourrir. Pourquoi ne pouvait-il plus se nourrir? Parce que le prix du grain était jusqu'alors fixé et plafonné par un décret royal, et avec la Révolution française et l'avènement du commerce et du libéralisme, eh bien les grains ont été fixés, le prix des grains a été fixé par les marchés, ce qui veut dire qu'il était fluctuant, et en effet, eh bien, les prix n'étaient plus encadrés et s'envolaient, et là, les Français avaient faim et ne pouvaient plus se nourrir. D'accord. Voilà. La Révolution française, ce que c'est également l'influence de la philosophie des Lumières, telle que Voltaire, Diderot, l'encyclopédie, vous savez, Rousseau, grand philosophe des Lumières, vous savez, Rousseau, quand le peuple pense mal, il faut changer le peuple, disait-il. Les Vendéens en feront les frais bien plus tard, n'est-ce pas? C'est l'éloge du savoir, l'éloge de la raison, des Lumières, il y a cette idée d'éclairer, je vous dis avant ça peut être les ténèbres, sans doute, bien sûr. On promeut l'être suprême, c'est le culte de l'être. Et on cherche à remplacer la société d'alors par des hommes nouveaux, afin, comme le disait Robespierre, d'apporter des bonheurs tout neufs et des joies inédites et une humanité nouvelle. Nous voulons l'émergence d'un citoyen, non plus d'un monsieur. Je vous rappelle que le terme monsieur est substitué légalement à celui de citoyen.
d'accord, par un décret de la Convention. Hein. Eh bien, nous voulons tous des citoyens qui soient ardents révolutionnaires, fervents patriotes, de l'élevage hors sol, vous voyez, égaux les uns aux autres, déculturés, apatrides, universels, interchangeables, dépouillés de leurs attachements vitaux. La Vendée, encore une fois, ça saura en faire les frais. Une série de facteurs provoque des frustrations, puisque si la Révolution a tout d'abord été bien accueillie, eh bien, elle a peu à peu déçu. Bien évidemment, il y a la constitution civile du clergé, il y a le serment constitutionnel, je n'y reviens pas, vous savez, qui oblige les prêtres à porter serment, ça veut dire à être subordonnés à l'État. On n'est pas dans la loi de 1905, hein, le principe de laïcité, hein, la séparation des pouvoirs de l'Église et de l'État, hein, on est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas la séparation du temporel et du spirituel. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Non. Là, c'est les prêtres doivent prêter serment à la Constitution et ne plus obéir à l'autorité de Rome. Ceux qui acceptent sont des prêtres assermentés, des prêtres jureurs, et les autres sont des prêtres non-jureurs, mais qui deviennent très vite clandestins et hors la loi. On les pourchasse et on les déporte, ces prêtres-là. Donc vous voyez que déjà, une révolution qui agit au nom de la liberté, déjà qui s'attaque à la liberté de culte, en faisant une constitution civile du clergé, serment constitutionnel, qui fait fondre le métal des cloches pour en faire de la monnaie. On est bien d'accord? Bon, déjà, en France et en Vendée surtout, dans l'Ouest, on regarde ça avec méfiance, avec défiance. De cette série de lois uniques en leur genre, qui sont aussi des lois iniques, voyez-vous. La prise des Tuileries, la famille, suite à cela, la famille royale est emprisonnée, d'accord? C'est l'effondrement progressif de la monarchie. En octobre 80, je ne sais plus, en octobre 90, je crois, le drapeau... Comment? Je vous cite les événements un peu dans le désordre, mais pour parvenir ensuite à l'insurrection vendéenne pour comment parler. En octobre 90, le drapeau tricolore remplace le drapeau blanc. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a toute une série de mesures qui provoquent des changements administratifs, qui provoquent des changements religieux, qui provoquent des changements politiques, des changements sociétaux, des changements économiques, qui impactent directement la vie quotidienne des Français. Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à l'étranger afin d'exporter la Révolution française. Car la Révolution française est tellement belle qu'il faut l'exporter. C'est un débat d'ailleurs qui se perpétuera au début du XXe siècle entre Lénine et Rosa Luxembourg. Vous savez, il y a deux manières de faire la Révolution. Bien vous la faites déjà dans le pays et vous l'exportez après, ou bien vous faites déjà la guerre pour conquérir à l'extérieur et puis après vous occupez du pays à proprement parler. D'accord? Donc la France déclare la guerre à l'étranger le 20 avril 1792. Je viens de parler de la prise des Tuileries qui a eu lieu cette même année. L'année 1792 voit déjà quelques frissonnements, quelques frémissements, on va dire, dans le bocage bressuirais, avec déjà des premiers incidents, des premières échauffourées, des premières révoltes populaires qui sont durement réprimées par les gardes nationaux. Déjà, on sent que l'équilibre ne tient qu'à un fil et qu'un petit rien peut désormais suffire à tout faire basculer. Ce petit rien, ce sont deux événements qui sont loin d'être des petits riens. Le 21 janvier 1793, à 10h22, l'exécution du roi Louis XVI sur la place de la Concorde à Paris provoque frustration et révèle le caractère illégitime de la Révolution, puisque je vous rappelle que la personne du roi était normalement déclarée constitutionnellement inviolable. On guillotine le roi. Dans toute la France, ça crée une véritable onde de choc, n'est-ce pas, qui provoque tristesse et incompréhension. Juste avant, Constante Suzannet, bien sûr, s'aperçoit de ces changements et décide d'émigrer en Grande-Bretagne. D'accord? Vous savez que de nombreux nobles ont émigré, parfois en Allemagne, parfois en Grande-Bretagne. Constante Suzannet était obligée de s'émigrer pour prendre du recul
et chercher des solutions qui puissent lui permettre de pouvoir revenir armé de façon à pouvoir sauver la France. La France, c'est donc un pays où à cette époque l'effervescence ne cesse d'augmenter, notamment sur la rive gauche, au sud de la Loire, où la situation est tendue. Début 93, après le 21 janvier, beaucoup de Français sont en colère après la mort du roi. Le roi, je vous rappelle, est le père de ses sujets. On regarde ça comme un parricide. Comme il est également le représentant de Dieu, on regarde ça comme un déicide. D'accord? C'est vraiment... coupe la tête du roi, quoi. On n'a pas le droit de lui couper dans la Constitution. Normalement, le roi est inviolable. On lui coupe la tête. C'est quand même invraisemblable. Bon. Et puisque la France est en guerre ouverte aux frontières et qu'elle a déclaré la guerre aux autres puissances, vous vous souvenez, je viens de vous en parler, un effort de guerre est demandé. Et le 24 février 1793, est décidée une levée en masse de 300 000 hommes pour justement contribuer à cet effort de guerre. Pour la Vendée uniquement, cela représente un contingent d'à peine 5 000 hommes. Mais c'en est trop. C'en est trop. Le seuil de l'inacceptable a été franchi. Et peu à peu, début mars 1793, le tocsin sonne. Vous savez, la guerre de Vendée est une histoire de tocsins. Ce sont les 3 tocsins. Le tocsin des âmes, parce que le seuil de l'inacceptable a été franchi. Le tocsin des armes, de la Vendée en armes, qui appellera ensuite le tocsin des larmes, de la terrible répression républicaine. Donc ce qui fait que début mars 1793, en quelques jours, des rives de Saint-Florent-le-Vieil jusqu'au bocage vendéen, ce sont près de 600 paroisses qui se soulèvent unanimement comme un seul homme pour dire non, qui entrent en révolte ouverte et qui dessinent en quelques jours un territoire insurgé qui se fera très rapidement appeler Vendée militaire. Il s'agit d'un territoire en révolte ouverte contre la République qui dépasse très largement les frontières de la Vendée départementale, puisque grosso modo, même si les frontières sont sans cesse mouvantes au fil des conquêtes et des défaites des insurgés, c'est un quadrilatère qui s'étend, on va dire, de Saint-Nazaire à Angers, d'Angers à Parthenay et de Parthenay au Sable d'Olonne, grosso modo, d'accord? 10 000 km², 815 000 habitants. Parfois, en Vendée, ça concerne déjà 4 départements, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vendée. Et parfois, la limite est très nette. Ça veut dire que parfois, des villages sont séparés en deux. D'un côté, on est aux côtés des insurgés, et de l'autre, du côté des républicains. Voyez-vous, des villages sont scindés en deux. Parfois même des familles. C'est le cas de l'horloger Duhoux, qui le même jour verra mourir ses 2 fils, l'un se battant aux côtés des insurgés, et l'autre aux côtés des républicains. La guerre de Vendée éclate à proprement parler, puisque, l'issue, certes, est encore incertaine, mais des rives de Saint-Florent-le-Vieil, l'insurrection se propage à travers Limoges, l'Anjou, le Bocage et le Marais. Les premiers meneurs sont des roturiers, ce sont des gens du peuple. Ils sont voituriers colporteurs, comme le célèbre Jacques Catelino au Pain en Mauges. Ils sont gardes-chasse, comme Jean-Nicolas Stofflet. Ils sont marchands d'œufs, comme Guérin. Ils sont perruquiers, comme le dénommé Gaston dans le secteur Châlons, Saint-Christophe du Ligneron, etc. Ce ne sont pas des gens de guerre. Ce sont des gens du petit peuple. Ils prennent les armes. C'est une révolte sortie du sillon, de leur sillon. Ils prennent les armes parce que le seuil de l'inacceptable a été franchi pour la défense de leur liberté, pour la défense de leur liberté de conscience notamment. Ils se révoltent. Et puis, en quelques jours, leur succès grandissant les encourage. Les villes tombent les unes à peine après les autres. En à peine quelques jours, ce sont des villes comme Villers, Tiffauges, Montaigu, Mortagne, Cholet, Challans, La Roche-sur-Yon, Chalonne, Pornic, Clisson, qui tombent aux mains des insurgés. Face à ces succès retentissants, le courage s'enhardit, les cœurs exultent, les âmes se tremblent, et l'euphorie gagne ce que l'on appelle désormais dans les termes officiels, dans la terminologie officielle, les Vendéens. Mais que peuvent-ils bien espérer à plus ou moins longue échéance? Car ce sont des gens d'ouvrage, ce ne sont pas des gens de guerre.
ils partent au combat avec les seules armes dont ils disposent et qui sont bien souvent les seuls outils de leur quotidien, des fourches, des faux, des broches, des couteaux, les fusils sont rares, les munitions également. Entre deux chocs, entre deux batailles, ils rentrent, comme le dit la formule consacrée, changer de chemise, d'accord, et reprennent leurs travaux au champ jusqu'à ce que soit donné, le signal de la prochaine bataille. Alors, les Vendéens se rendent à l'évidence. Ils ont besoin de chefs aguerris, des hommes de science et d'expérience qui connaissent la guerre et le métier des armes. Et c'est alors qu'ils vont aller directement déloger les nobles retirés dans leur logis pour venir leur demander de se mettre à leur tête. Ces aristocrates sont sceptiques au départ. La plupart d'entre eux ont déjà servi dans l'armée royale et justement parce qu'ils connaissent bien le métier des armes, ils en savent les dangers. Hein. On ne combat pas avec des bâtons contre des canons. Malgré tout, contraints, très souvent, ils vont se prendre au jeu et accepter de venir se mettre à la tête et commander les différentes troupes. Ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Ces personnages charismatiques, emblématiques, s'appellent Charette, Delbé, La Roche-Jacquelin, la Durbelière, Saint-Aubin-d'Auvilliers, vous vous souvenez? Dans la cour de la Durbelière, le jeune Henri, juché sur son cheval et qui prononce ce serment qui lui restera, qui le fera rentrer de plein pied dans la légende. Si j'avance, si je recule, si je meurs, voilà. Donc, ils vont venir prendre la tête de ces troupes et petit à petit, ils vont connaître toute une phase de victoire jusqu'à fin juin 1793. D'accord? Le 11 avril, Catelino, Bonchamp, Delbé et Stoffler remportent une bataille, leur première bataille rangée, on va dire, à Chemillé. C'est le pater de Delbé, vous savez, où les prisonniers républicains sont graciés. Après la bataille, les Vendéens ont fait les prisonniers républicains. Bon, ils décident de tous les exécuter en représailles des exactions commises, jusqu'à ce que Delbé demande, avant de procéder à l'exécution, de réciter le Notre Père. Les hommes s'agenouillent, effectuent leur prière, et après, Delbé les ramène à la raison en disant oseriez-vous dire pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, et ensuite exécuter tous ces malheureux en représailles de nos propres victimes. À ces mots du chef, les fusils s'abaissent, la haine retombe. C'est le premier grand geste de grâce des Vendéens de la guerre de Vendée. L'un des plus célèbres. Il y aura le pardon de Bonchamp par la suite. D'accord ? Il y en aura plein d'autres. Il y en aura plein d'autres, parce qu'il suffit de regarder un petit peu les archives et de se confronter aux sources pour voir que très très souvent, bien sûr, en cas de guerre civile, bien sûr qu'il y a des atrocités des deux côtés, pas de problème, on est bien d'accord. Néanmoins, le rapport, si on devait quand même faire un rapport, il est quand même assez illégal dans la balance, puisque très souvent, les Vendéens relâchaient leurs prisonniers, alors certes après les avoir tondus pour être plus facilement reconnaissables, et en échange du serment de ne plus reprendre les armes pour combattre Dieu et le roi. Le 9 mai, c'est Parthenay qui tombe. Le 13, La Châtaigneraie. Le 25 mai 1793, c'est Fontenay-le-Comte. Le 9 juin, c'est Saumur. Saumur, où 3 jours plus tard, Jacques Catelino est élu généralissime dans la cathédrale. Et déjà, pour écrire ce livre, déjà dans les archives que j'ai trouvées, on s'aperçoit que la terminologie officielle a changé. On ne parle plus, dans les rapports politiques, et dans notamment le journal officiel de l'époque, qui s'appelait le Moniteur universel, on ne parle plus d'insurgés. On ne parle plus de Vendéens. On parle de brillants. On parle de brillants, histoire de déshumaniser et d'apporter une connotation péjorative à ceux qui osent s'élever contre la Révolution française. À cette époque de mi-juin 1793, la Vendée en armes est à son apogée. Elle va connaître un tournant le 29 juin avec la défaite de Nantes, où Catelino, à peine élu généralissime, sera blessé, mortellement blessé par un franc-tireur embusqué à la fenêtre d'une mansarde. Il périra des suites de ses blessures le 14 juillet suivant à Saint-Florent-le-Vieil. Cela marque un tournant dans l'histoire de la guerre. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps, la Convention commence à placer des pions stratégiques sur l'échiquier vendéen pour mater la révolte, pour contenir l'insurrection. Parce que la Convention comprend qu'elle n'a plus affaire à une insurrection locale, à une insurrection régionale, mais qu'il faut de suite la réprimer et la frapper durement, auquel cas la révolution tout entière apparaît menacée à plus ou moins longue échéance.
elle met en pratique ses intentions. Le 1er juillet 1793, Westermann, dont le nom, par une curieuse ironie d'histoire, signifie en allemand l'homme de l'Ouest. Westermann, vous savez, un village brûlé terrifie plus que la vue de 100 cadavres, et mieux vaut les deux. Ça dit quelque chose. Voilà, ça vous pose le personnage, on est bien d'accord. Le 30 juillet, l'armée catholique et royale, je vous ai dit, on est sur une stabilisation des forces en présence, l'armée catholique et royale, forte de plus de 20 000 soldats, échoue à prendre Luçon. Peu à peu, un encerclement de feu se resserre autour de la Vendée. D'autant plus qu'à Paris, les temps changent. La vie politique est en pleine ébullition. L'engrenage révolutionnaire, vous savez, l'engrenage révolutionnaire, imaginez-vous cette grande roue crantée qui se met en mouvement et dont le mécanisme ne s'arrête pas. Eh bien, ce mécanisme s'accélère et arrive à son paroxysme puisque fin juillet, eh bien, un avocat originaire d'Arras a fait son entrée au comité de salut public. Le comité de salut public, c'est l'organe exécutif de la Convention, en remplacement de Danton. Cet homme, c'est un homme issu de la petite noblesse d'Arras, mais qui a su faire tomber sa particule au bon moment pour faire plus dans l'air du temps. Il s'appelle Maximilien de Robespierre. Voyez-vous, mais en des temps aussi troublés, une particule qui tombe, c'est une tête qui se garde. Donc quand il a senti souffler le vent des idées nouvelles sur le pays, il a agi, on va dire, en bonne intelligence. C'est un radical, c'est un enragé qui manifeste un zèle extraordinaire. Avec lui, c'est toute la révolution qui est en train de sombrer et de dériver de manière chaque fois plus violente, brutale et extrême. Les passions se déchaînent, la Vendée cristallise toutes les animosités et les frustrations de la République. Il faut frapper un grand coup. Ce grand coup, eh bien, c'est un calvaire qui est organisé en haut lieu par les instances politiques. Il faut frapper durement. Et le 1er août 1793 est publié et voté un décret par la Convention nationale. La Convention nationale, c'est l'ancêtre de l'Assemblée nationale. Alors écoutez bien, je parle sous le contrôle de mes amis historiens et qui n'hésitent pas à me contredire si je dis une erreur. Je ne vais pas vous dire, parce que je ne suis pas compétent pour ça, je ne suis pas un spécialiste, mais d'après les recherches que j'ai menées, il s'agit là d'un phénomène rarissime dans toute l'histoire, où des députés d'un peuple souverain votent à l'unanimité, après avoir conçu, décidé et planifié une loi qui ordonne l'anéantissement total d'une partie de son propre territoire. On ordonne que la Vendée soit détruite, que la Vendée soit brûlée, que la Vendée soit dévastée. Tout doit être brûlé. C'est donc un anéantissement matériel de façon à anéantir aussi, de manière économique, la Vendée. La Vendée doit devenir une terre de cendres. C'est la politique de la terre brûlée. Je vous avais dit tout à l'heure que la terminologie officielle évoluait au fil du temps et au fil de la guerre. Vous vous souvenez, je vous ai dit au début, on parlait d'insurgés, après on a parlé de Vendéens, après on a parlé de brigands. En août, à cette même période, on parle, les archives nous disent, des Vendéens comme étant une race rebelle. Une race rebelle, ce sont les termes officiels de l'époque. Les archives sont ouvertes, vous pouvez les voir, et je les cite dans mon ouvrage. Donc, pour que la Vendée soit dépeuplée, pour que la Vendée soit dévastée, eh bien la Convention décide l'envoi de l'armée de Mayence, commandée par l'Alsacien Kléber, et considérée alors, l'armée de Mayence est considérée comme la meilleure armée du monde, d'Europe tout au moins, mais l'une des meilleures du monde. Ce sont 24 000 soldats de métier, patriotes enfiévrés, révolutionnaires, convaincus, qui sont envoyés en Vendée avec une seule mission, faire du territoire vendéen un gigantesque brasier. Le 14 août 1793, les armées catholiques échouent devant Luçon. Les victoires deviennent de plus en plus dures à obtenir pour les Vendéens, d'autant plus que le climat politique se fait chaque fois plus tendu. À la mi-août 1793, Maximilien Robespierre monte à la tribune de la Convention nationale et s'apprête à prononcer un discours enflammé. Il sait déjà que chaque mot compte et qu'à peine son discours terminé, la Convention nationale s'empressera de le faire imprimer pour le diffuser au reste du pays. Il monte à la tribune, regarde l'Assemblée, silence.
Et alors, déclame ces mots lourds de sens et qui devraient tous nous faire réfléchir. Il s'adresse à ses collègues en disant: mes chers collègues, nous sommes ici devant un terrible dilemme auquel nous devons faire face. Ou bien la Vendée est déclarée coupable, et alors tout ce que nous faisons et tout ce que nous lui ferons est légitime. Ou bien c'est ma maman qui m'appelle si je m'en sors. Ou bien la Vendée est déclarée coupable et tout ce que nous lui faisons est légitime. Ou bien la Vendée est déclarée innocente. Et alors, mes chers collègues, prenons garde, car pèsera sur chacun d'entre nous et sur notre œuvre entière et pour la suite des temps un terrible soupçon. Ce qui voulait dire qu'il fallait que la Vendée ait tort aux yeux de l'histoire pour sauver la postérité de la Révolution. Il fallait que l'une ait tort pour que l'autre ait raison. Et dans la mesure où l'une souhaite imposer l'émergence d'un nouvel être, de nouveaux citoyens, d'une humanité nouvelle, etc., la Vendée, réputée appartenir à une humanité ancienne selon les textes, eh bien évidemment se trouve au cœur des foudres de la République. Début septembre 1793, les Mayenzais arrivent à Nantes et commencent à ratisser toute la Vendée sur 4 colonnes. Partout où ils passent, ils pillent, brûlent, saccagent, font place nette et réduisent tout ensemble. Les Mayenzais font refluer devant eux d'immenses foules qui fuient en toute hâte pour chercher refuge. Elles n'ont nulle part où aller, ce n'est plus la raison qui les commande, mais c'est l'instinct de survie. Se produit alors une fuite massive des populations. Cette fuite massive trouvera un point d'orgue sur les hauteurs de Tiffauges, à Torfou, à mi-chemin entre Montaigu et Cholet, le 19 septembre 1793, où les Blancs se présentent face à 6000 Mayenzais. Je vous rappelle, l'armée Mayence est considérée alors comme la meilleure d'Europe. Plumets rouges flottant au vent, ils sont la fine fleur de l'armée française. C'est l'heure du grand rendez-vous. Emmené par Clébert, l'Alsacien, il est né à Strasbourg, Clébert, il garde cet accent et au cours de la bataille de Torfou, il dit « Tiens, que les brigands se battent bien !» La bataille de Torfou dure plusieurs heures et les Vendéens ressortent victorieux de cette bataille. C'est la plus grande victoire des armées vendéennes. Et le soir, pour célébrer la victoire, une même clameur ricoche et colportée par le vent sur les hauteurs de Torfou. Ce sont les cris des Vendéens victorieux qui ironisent sur le sort des vaincus en s'exclamant « Soldats de Mayence, soldats de faïence ». Sauf que cette faïence-là ne tient pas longtemps. Voilà. Début octobre, il y a 2 événements. Le 2 octobre, eh bien, les Mayenzais et Clébert débarquent ici, à la Chardière, à Chavailly-en-Paillé, et incendient la Chardière, en application de la loi du 1er août où la Vendée doit être détruite. La Chardière est aux 3/4 détruite, aux 3/4 incendiée par Clébert et Mayenzais le 2 octobre 1793. La veille, le 1er octobre, nouvelle séance à l'Assemblée nationale. Barère, l'un des membres du comité de salut public, se monte à la tribune où il prononce son discours devenu célèbre, malheureusement. Vous savez, l'inexplicable Vendée existe encore. Détruisez la Vendée, et l'anglais ne s'occupera plus de Dunkerque. Détruisez la Vendée, etc. Et Lyon se verra libéré. Détruisez la Vendée, et l'esprit de la Révolution rayonnera à nouveau sur Marseille. Détruisez la Vendée, la Vendée, la Vendée, et encore la Vendée. C'est là qu'il faut frapper. La Vendée, c'est le chancre, c'est le cancer qui dévore le cœur de la République. Pour remédier à cela, Barère a tout prévu. Lui et le comité proposent une nouvelle loi, adoptée une nouvelle fois à l'unanimité par la Convention nationale, qui là, après avoir ordonné l'anéantissement matériel de la Vendée et de tout brûler, décide, écoutez bien, l'extermination de tous les brigands vendéens, selon les termes suivants: soldats de la Vendée, il faut que les brigands... Soldats de la liberté, pardon, excusez-moi. Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant le 20 octobre. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le commande. Ça veut dire, qu'est-ce que prévoit cette loi? C'est l'extermination de tout le monde, dans un délai de 20 jours, avec des récompenses à la clé. Les militaires, face à l'ampleur de la catastrophe qu'ils s'apprêtent à commettre, demandent des précisions au pouvoir politique. Et
Qui doivent-ils exterminer? Ce sont les termes, hein, publiés au journal officiel, consultable librement. Ce sont des lois toujours en vigueur. Vous allez me dire, c'est anecdotique. Je vous répondrai que non. Je vous rappelle que pendant l'occupation allemande, dans les années 40, eh bien, le maréchal Pétain a justifié la collaboration en se basant sur des lois de la Convention nationale toujours en vigueur de 1791. Voyez-vous? Donc ces lois n'ont toujours pas été abrogées. Même si ça peut paraître anecdotique, je pense que pour la symbolique, ça peut avoir une importance. Les militaires demandent des précisions. Et on leur répond que doit être exterminée toute personne résidant sur le territoire insurgé, royaliste ou républicain confondu. Ça veut dire que vous criez vive le roi ou que vous criez vive la République, le simple fait de résider sur le territoire insurgé, le simple fait d'être vendéen suffit à vous faire exterminer. C'est les libertés révolutionnaires. Sous Robespierre. Et on doit exterminer de préférence les femmes parce que sillons reproducteurs, nous disent les termes, et les enfants car on passe de devenir futurs brigands. Voilà. On a ici un cas où l'on extermine des gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. D'accord? Quand nous travaillons sur les archives et qu'on retrouve le cas de femmes éventrées, de femmes enceintes éventrées, où l'on torture les nourrissons dans des mises en scène effroyables, vous n'allez pas me dire qu'ils sont coupables de quelque chose. Ils sont coupables d'être vendéens. Car la Vendée est une race maudite, souvenez-vous, ce sont les mots que j'ai cités tout à l'heure. Après la défaite de Cholet le 17 octobre, commence la virée de Galerne. Vous savez, la virée de Galerne, ce sont toutes ces Vendéens qui se transportent vers le nord dans les terres de Galerne jusqu'à Granville en espérant y trouver un renfort anglais qui ne viendra pas, malheureusement. Ce sont près de 80 000 personnes qui se mettent sur les routes de l'Exode, qui se mettent en marche. Et sur ces 80 000 personnes qui osent franchir la Loire, eh bien, à peine la moitié sont des combattants, voyez-vous. Au moment du passage de la Loire, Bonchamp délivre 5 000 prisonniers républicains. Vous savez, l'armée vendéenne traîne à sa suite 5 000 prisonniers bleus. Il faut statuer sur leur sort, on décide de les exécuter. Et Bonchamp décide de les gracier. Sur son brancard de douleur, il est sur le point d'expirer, il prononce ces mots qui le feront rentrer de plein pied dans la légende. Grâce, grâce aux prisonniers. Le tombeau de Bonchamp dans l'abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil, pour ceux qui connaîtraient. Dès cet instant, ce mot est colporté dans les rues de Saint-Florent, les soldats le répètent. Grâce aux prisonniers, Bonchamp le veut, Bonchamp leur donne. Et donc, les 5 000 prisonniers bleus sont graciés, sont délivrés. Le tombeau de Bonchamp a été réalisé par le fils. Comment? David. Oui, David d'Angers, par le fils d'un des prisonniers libérés. Voyez-vous? Donc ils sont libérés contre le seul serment de ne plus reprendre les armes. Voyez-vous? Le seul problème est que cette libération dérange. Quand elle parvient aux oreilles des responsables républicains, révolutionnaires, cette libération dérange, puisque Merlin de Thionville nous dit « Ces lâches ennemis de la nation ont, ce qui se dit, épargné plus de 4000 des nôtres, qu'ils tenaient prisonniers. Il faut donc ensevelir dans l'oubli cette malheureuse action, n'en parler pas même à la Convention. » Pour effacer la trace de cette tâche honteuse et dérangeante aux yeux de la postérité, le représentant mise sur l'oubli en disant « Les brigands n'ont pas le temps d'écrire ou de faire des journaux, cela s'oubliera comme tant d'autres choses. » Pire, les révolutionnaires ne se contentent pas de passer cet événement sous silence, mais ils en profitent aussi pour demander aux prisonniers de mentir sur leur captivité en disant qu'ils ont reçu de mauvais traitements. Et aussitôt, les prisonniers fraîchement graciés se délient de leur serment et reprennent les armes pour faire feu sur les derrières de l'armée en train de passer la Loire. Ces agissements sont à peine croyables et sont pourtant confirmés par de nombreux témoins de l'époque, à commencer par Poirier de Beauvais. En tout cas, l'armée vendéenne réussit à passer la Loire en un nombre d'heures quand même relativement restreint, puisque je crois que c'est en 2 ou 3 jours qu'il passe la Loire. 80 000 hommes, d'accord. Ce qui fera dire plus tard à Napoléon Bonaparte, dans son mémorial de Sainte-Hélène, quand il écrira avec son compagnon Lascaz, il dira « Mes ingénieurs sont des hommes habiles, mais à Saint-Florent, les Vendéens furent des sylphes. » Des sylphes, des créatures surpuissantes, légendaires. Donc la virée de Galerne. La virée de Galerne, c'est en 2 mois, les Vendéens montent à Granville, affrontent les rigueurs de l'hiver, d'accord. Il n'y a pas les secours anglais promis, ils redescendent, la mort dans l'âme, d'accord.
et s'aperçoivent alors de l'énorme bêtise qu'ils ont fait en franchissant la Loire. Ils n'ont plus qu'une seule idée en tête, c'est revenir en Vendée, retrouver cette terre vendéenne qu'ils n'auraient jamais dû quitter, coûte que coûte, par tous les moyens. Ils empruntent les villes traversées à l'allée, à quelques variantes près, en faisant quelques détours également. Sur le chemin du retour, le 10 décembre, les Vendéens se font littéralement écrapoutir, permettez-moi un terme local, dans les rues de la ville du Mans. Dans son journal, le général Marceau écrira « Ce fut une boucherie épouvantable ». La bataille du Mans, le 10 décembre, c'est une boucherie épouvantable. Vous avez des hommes, des femmes, des enfants qui sont bloqués dans la souricière des rues de la vieille ville et ils se font littéralement massacrer. Je vous ai apporté, pour écrire ce livre, j'ai travaillé un moment avec Élodie Cabot. Élodie Cabot, c'est quelqu'un que j'adore, c'est une archéologue qui a mis au jour des charniers de Vendéens, les charniers des Jacobins au Mans. Un jour, elle m'a invité dans son laboratoire, où elle expose ses fouilles, en me demandant de tenir le lieu secret. Et j'ai passé une journée entière avec elle. Nous rentrons dans son laboratoire, et les murs sont tapissés de caisses. Elle me dit, voyez-vous, Honoré, elle me dit, dans chaque caisse contient un cadavre. Vous choisissez-en une. Bon. Et je vous ai amené la photo, là. Moi, j'ai un peu grossi, ma femme le déplore, d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Derrière nous, il y a une caisse, dans chaque caisse contient un squelette. Okay. J'en choisis une, la pose, sur un fémur, je prends un crâne, elle me dit, prends ça, elle met le crâne dans la main. Elle me regarde, elle me dit, il a une trace, il est fendu, une petite fissure sur 10 cm, fendu comme ça. Elle me dit, on peut penser que c'était un homme, ça c'est vous qui le dites. Elle me dit, on peut penser que c'est un homme, je dis, ok, très bien, qui est mort d'un coup de sabre. Et vu la position du coup de sabre, eh bien on peut penser que c'est un hussard de la République sur son cheval qui a sabré comme ça. Voyez-vous ? Ils arrivent à reconstituer. Elle a retrouvé des objets, elle a retrouvé des projectiles. Dans ma main ici, regardez, j'ai un... Alors c'est très grossi, hein, mais c'est moi qui ai pris la photographie. Un boulet biscayen. Le boulet biscayen, c'était terrible pour faucher les foules compactes. Ça fait des dégâts terribles parce qu'il broie, il brûle, il déchiquette. Et elle me dit, prenez le boulet, je le prends dans ma main, et je lui dis, elle me dit, voyez-vous sur la surface les petites aspérités granuleuses blanchâtres? Je dis oui, elle me dit, ce sont des fragments d'os de ces boulets qui ont percuté des os sur le trajectoire. Le Mans a été une véritable boucherie. L'avant-veille de Noël 1793 précipite la fin de cette armée en sabots. La quasi-totalité de l'armée vendéenne n'ayant pu refranchir la Loire se fait exterminer dans les bois et les marais de Savenay. Westermann et ses troupes ont fondu sur leur proie. Ils savent qu'ils n'ont plus un seul prisonnier à se reprocher, qu'ils ont tout exterminé. Suivant les ordres qu'ils ont reçus de la part du pouvoir politique, ils ont massacré les femmes sous les pieds des chevaux et exterminé les enfants qui ne pourront plus combattre, ne pourront plus se souvenir également. 7 à 8 000 personnes sont exterminées à Savenay. Tués par balle, transpercés à coups de baïonnette. C'est un vrai carnage. Néanmoins, des généraux républicains restent lucides face à ce carnage, et j'aimerais vous citer la lettre du général Marceau, qui il répond à sa sœur Marceau. Sa sœur lui dit « Bravo mon frère pour tes exploits, que vive la République, que vive la Révolution, tu as écrasé les Vendéens. » Marceau, empreint d'humilité, empreint de lucidité, répond « Et quoi, ma chère sœur? Vous m'envoyez des félicitations pour ces 2 batailles, Le Mans et Savenay, ou plutôt ces 2 carnages. Et vous souhaitez avoir des fleurs de mi-laurier, mais ne savez-vous pas qu'elles sont tachées de sang humain, de sang français? Je ne reviendrai pas en Vendée. Il me répugne de trop de combattre les Français. » Début janvier, la terre de Vendée est comme pétrifiée, enveloppée dans un linceul de silence. L'inexplicable Vendée dont parlait Barrère en octobre n'existe plus. Militairement, la Vendée est complètement anéantie, d'accord, elle ne représente plus aucun danger majeur pour la Révolution. Le son des premiers tocsins a fait place au glas des morts. Fin janvier, La Roche-Jacquelin, un autre chef, décède, meurt d'une balle en plein fond, près de Noyer. Un autre symbole de l'insurrection vendéenne s'effondre. Il avait 21 ans, c'était le généralissime de la Grande Armée, encore un autre symbole, un avantage providentiel de la Révolution, qui
qui s'effondre. Alors vous savez, j'ai donné ma première conférence sur la guerre de Vendée, j'avais 21 ans, j'étais très fier parce que je disais toujours, l'arbre Jacquelin est mort à 21 ans, mais moi j'ai 21 ans aussi. Sauf que lui a toujours 21 ans et qu'il aura toujours 21 ans pour l'éternité, sauf que moi j'ai un peu d'âge depuis, même si je suis encore âgé. Pendant ce temps, même si la Vendée ne représente plus aucun danger majeur, germe alors l'idée d'un plan diabolique dans les têtes révolutionnaires. Le général Turreau, lui aussi, a fait tomber sa particule au bon moment. C'est Turreau de Garambouville, normalement, voyez-vous. Le général Turreau décide de frapper encore plus fort et de porter la violence à son paroxysme. Parce que la Vendée s'est soulevée, il faut la punir. Et puisqu'elle existe encore, il faut l'anéantir, la réprimer durement. Il faut en faire un exemple éclatant et universel, et elle doit devenir, selon les termes de l'époque, un cimetière national. Turreau constitue alors ce que vous connaissez tous, les tristement célèbres colonnes infernales, également appelées queues de Robespierre, un plan de destruction à vaste échelle, 28 000 soldats divisés en une dizaine de colonnes incendiaires qui doivent avancer simultanément d'est en ouest pour ratisser le territoire rebelle. Les ordres sont on ne peut plus clairs. Tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main, ou convaincus de les avoir prises pour se révolter contre leur patrie, seront passés au fil de la baïonnette. On en agira de même avec les femmes et les enfants. Les personnes seulement suspectes ne seront pas épargnées. Les villages, métairies, bois, lampes, genêts, généralement tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Ces colonnes se mettent en marche le 21 janvier 1794, un an jour pour jour après l'exécution du roi Louis XVI. D'accord ? Néanmoins, face à Turreau explique à la Convention, dans un courrier très célèbre, que vous pouvez retrouver également, j'ai eu la chance de le tenir entre mes mains, le courrier de Turreau, où il dit « Si les intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans 15 jours en Vendée ni maison, ni habitants, ni subsistance, ni armes, etc. » Néanmoins, prenant conscience de l'ampleur de la catastrophe qu'il s'apprête à commettre avec ces colonnes, il préfère se couvrir vis-à-vis de sa hiérarchie et demande l'aval du pouvoir politique. Et il leur écrit, Turreau, « Mon intention est bien de tout incendier, mais cette grande mesure doit être prescrite par vous. Sur le sort des femmes et des enfants, s'il faut tous les passer au fil de l'épée, je ne puis exécuter une pareille mesure sans un arrêté qui mette à couvert ma responsabilité. » Quelques semaines plus tard, Turreau recevra une réponse un peu plus explicite de la part du pouvoir politique. On lui répond « Tu te plains de ne pas avoir reçu une approbation formelle de tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et tes intentions pures. » Vous avez les codes d'archives. Je ne les ai pas pompés sur Internet, je suis allé moi-même, j'ai financé moi-même mes déplacements au fort de Vincennes, aux archives nationales, pour retrouver les documents. Les choses étant désormais on ne peut plus claires, Turreau et ses colonnes infernales ont carte blanche pour réduire ensemble le territoire vendéen. Car comme l'affirme à cette même époque Franck Castel, la race d'hommes qui habite la Vendée est mauvaise. Je sais bien qu'il peut y avoir quelques patriotes dans ce pays, dit le général Grignon. C'est égal, nous devons tout immoler. La guerre de Vendée, écrivent d'autres représentants, la guerre de Vendée ne sera complètement terminée que quand il n'y aura plus un seul habitant dans la Vendée. Le 27 février 1794, les soldats de Huchet massacrèrent environ plusieurs centaines d'habitants de la Gaubretière. Dans les bois du Driet, plus de 300 femmes, poursuivies et traquées, furent-elles entrées. La tradition locale rapporte que tout près de la vallée de la Crume, les victimes mourantes criaient si fort sous l'effet de la douleur que ce lieu a toujours gardé le sinistre surnom de vallée des royales. Royer en patois, c'est hurler. Dans un autre champ, les soldats massacrèrent une cinquantaine d'habitants du bourg et leur arrachèrent les oreilles pour s'en faire de sordides trophées. Aujourd'hui, ce lieu, encore appelé Champ des Oreilles par les anciens, garde en mémoire le souvenir lugubre de cet épisode. Le lendemain, vous savez, le 28 février 1794, c'est le grand massacre d'Illuc, d'accord, des Lucs sur Boulogne. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous savez, 564 personnes massacrées, et parmi elles, on recense pas moins de 110 enfants de moins de 7 ans. Voilà un petit peu les... Je ne vais pas tout vous lire non plus, parce que le problème, c'est que vous ne l'achetez pas si je vous lis. Alors, ça me fait très plaisir que vous l'achetiez, mais surtout vous le lisiez, parce que des fois j'ai des cas, les gens me disent, vous mettez à ma mère, à ma tante, etc. Mais je dis, mais pour vous, ça vous intéresse pas. Voilà. Je vous en cite un autre, attendez voir. Le 14 mars, le général Grignon, le 14 mars 1994, le général Grignon, qui vient d'incendier Bressuire, se porte sur Neuil et les Aubiers.
au bord de l'ancienne route de Bressuire à Châtillon, à la ferme de la Chagnolet, un vieillard dénommé Souchelot, infirme et malade depuis plusieurs mois, est brûlé vif dans son lit. C'est son fils qui, quelques jours plus tard, retrouvera le cadavre de son père au milieu des ruines carbonisées de la ferme. Et que ces colonnes serviront jusqu'en mai 1994 sous les ordres de Turreau. À cette même période, elles repassent ici, à la Chardière, à Chabannes, pour finir le boulot de Kléber. Vous savez que Kléber avait incendié en début octobre, et s'achève de tout finir, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ils incendient complètement la Chardière. La terreur révolutionnaire prend une importance majeure avec l'instauration de la Grande Terreur, qui fait de chaque individu un possible suspect. À ce moment-là, il suffisait que vous ressembliez un peu trop au roi ou à la reine pour vous envoyer directement à la guillotine. Donc la France connaît une époque délétère où règne la suspicion et un fanatisme permanent. La situation n'est plus tenable. Robespierre est renversé le 27 juillet par une coalition de terroristes. C'est le 9 Thermidor. L'exécution de celui que l'on appelle l'incorruptible, je pense que je suis très virulent envers Robespierre parce que en ayant consulté ses ordres signés de sa main, c'est vrai que ça fait froid dans le dos. C'est pas quelqu'un que je porte particulièrement dans mon cœur parce qu'il a les mains trop tachées de sang et de sang français. Mais je crois vraiment qu'il mérite son surnom de l'incorruptible, car si bien d'autres de ses camarades ont su largement piocher dans la caisse quand ils en avaient l'occasion, je pense vraiment que lui n'a jamais détourné le moindre sou, parce qu'il était tellement obnubilé par ses convictions et aveuglé par son idéologie, que lui était, je pense, pour le coup, vraiment incorruptible. La République donc s'aperçoit très rapidement que le problème vendéen n'a pas pu être réglé, et il prend conscience qu'il ne pourra jamais l'être, tout du moins par la force. Le traité de la Jaunais du 12 au 17 février 1795 peut être vu comme une tentative de rapprochement, mais c'est un échec. En 1795, Constant de Suzannet est de retour en France. Il participe au débarquement de Quiberon. Vous savez, il s'était exilé en Angleterre, il revient en France, participe au débarquement de Quiberon, une opération militaire préparée dans l'ombre par les émigrés, organisée par l'Angleterre. On sait que Constant de Suzannet est alors intégré au régiment d'Hervilly dans ce débarquement. Il s'agit d'une tentative militaire pour prêter main forte à la chouannerie et aux Vendéens. À l'origine, ce débarquement a pour but de soulever tout l'ouest de la France afin de mettre un terme à la Révolution française et de permettre le retour de la monarchie. Mais cette tentative, commencée en juin 1795, se solde par un cuisant échec un mois plus tard, ce qui porte un coup funeste de plus aux royalistes. Nous approchons de la fin, le 6 janvier 1796. Alors, le 6 janvier 1796, écoutez bien, survient un événement qui possède encore des conséquences aujourd'hui, ça va être tout à fait étonnant. J'ai appris ça à tout le monde hier, je suis sûr que je vais vous apprendre ça à tout le monde aujourd'hui. Je discute de ça avec un ami de Cerizay de très nombreuses semaines. Il me dit ça, dis ça, tu vas voir que tu vas leur dire, et tout le monde va être. Oh, bon. Alors, le 6 janvier 1796, ce jour-là, nous sommes au camp de Montorgueil. Montorgueil, c'est au Poiré-sur-Vie. Charette y a installé un camp destiné à abriter, écoutez bien où je vais en venir, destiné à abriter toutes les victimes sans foyer de la guerre. Dans ce même lieu, Constant de Suzannet, je cite ma source de Chassin, l'un de ses chefs de division, Constant de Suzannet vient se placer comme chef de division de Charette. Eh bien, Constant de Suzannet établit ce même jour, au camp de Montorgueil, une reconnaissance de dette qu'il signe à Charette pour une somme correspondant à 1595 louis d'or. Cette remise en main propre, comme l'atteste le document écrit, tendrait donc à prouver qu'une partie du trésor de Charette, dans laquelle il a puisé ses louis d'or pour les prêter au général de Suzannet, se trouverait encore aujourd'hui à Montorgueil. Avis aux amateurs de chasse au trésor, ça va faire le manger. Alors écoutez, je vais vous faire une petite confidence. Si jamais vous trouvez quelque chose, n'oubliez pas que c'est moi et mon ami qui vous avons donné le truc. Pensez à nous. Et la deuxième chose, c'est que selon les estimations en vigueur, il ne s'agit pas de quelques louis d'or à trouver, mais de près de 46 kilos d'or. Voilà. Une partie a été découverte en forêt de Grala en 2004. Et il reste encore très probablement une part non négligeable qui se localiserait non loin, tout du moins du hameau dont je viens de vous parler. Après la mort de Stofflet, justement en janvier 1996, eh bien Charette, le roi de la Vendée, est désormais le seul chef vendéen. Le dernier héros qui, avec panache, prend un malin plaisir à se jouer de ceux qui le traquent jour et nuit. Il est furtif, intrépide, insaisissable, partout et nulle part. Maintes fois, son arrestation a été annoncée, à chaque fois, elle a été démentie.
On le croit dans une cosse de chagne dans la forêt de la Gaubretière. Il est sous un mulon de sel à Noirmoutier. Il est insaisissable. Fidèle à sa devise, hein, vous savez sa devise, hein, combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Tant qu'une roue restera, la charrette roulera. Le 23 mars 1700, sa capture, maintes fois annoncée, à chaque fois elle a été démentie. Les travaux se méfient quand il tient charrette, il dit « Est-ce bien vous, foi de charrette ?»« Oui, monsieur, c'est bien moi. » Que d'héroïsme perdu, lui lance alors charrette. Charrette le regarde et lui répond « Non, monsieur, rien ne se perd. Jamais. » Charrette est exécuté 3 jours plus tard à Nantes, le 29 mars, sur la place Viarme. C'est lui qui demande à commander le tir de son exécution, en disant « Lorsque je fermerai les yeux, frappe tirée droit au cœur, c'est là qu'on frappe les braves. » Vous savez, il a été condamné par un tribunal révolutionnaire expéditif, et le tribunal a fait mine de lui accorder une dernière faveur, parce que bon voilà, et Charrette dit, c'est les biographes qui nous racontent ça, Charrette dit « Oui, j'aimerais une dernière faveur, me raser. » Le tribunal révolutionnaire le regarde, c'est complètement surpris. Le raser? Mais, vous rasez, mais la fosse commune, c'est pas un bal? Oui, monsieur, mais un officier français part soigner. Oui, monsieur, mais un brigand doit rester un brigand. Faveur refusée. Charrette, donc, est exécuté le 29 mars, après avoir lui-même commandé le tir. Avec la disparition des principaux chefs vendéens, la première guerre de Vendée, celle que certains appellent encore aujourd'hui la Grande Guerre, s'achève en 1796. La Vendée a payé le prix cher, puisque selon les dernières estimations, les chiffres sont édifiants. Entre 200 000 et 300 000 personnes ont péri au cours de cette guerre. La moitié des victimes, plus de la moitié des victimes, sont les femmes et les enfants. Le traumatisme est immense et le souvenir indélébile. Suite à la mort de Charrette, qui reprend la suite de Charrette d'après vous? Eh bien, le général de Suzanne. Le général de Suzanne, alors, il s'était exilé en Suisse, il retourne en Angleterre, et en 1799, il revient en France, en Vendée, et décide de reprendre des armes et de succéder à Charrette, à la tête de l'armée du Bas-Poitou. Il entend faire vivre le plus longtemps possible la cause pour laquelle il se bat, et pour laquelle tant d'autres se sont battus, et pour laquelle tant d'autres ont péri avant lui. Bien sûr qu'il pense à la victoire de ses idées, même s'il sait, de manière très lucide d'ailleurs, que cette victoire a au final quand même assez peu de chances d'aboutir. Non, son but est d'inscrire la cause pour laquelle il se bat dans la durée, en partant du principe suivant. Tant que nous nous battrons pour la cause de la Vendée, c'est que cette cause existe et vivra à travers nous. En 1799, il est blessé lors d'une escarmouche tout près de Montaigu. Et après le coup d'État du 18 Brumaire, Suzanne participe au complot orchestré par le Georges Cadoudal pour renverser Napoléon Bonaparte. Vous savez, le Cadoudal, vous savez que le cadavre de Cadoudal est monté sur fil de fer, parce qu'il avait servi à des étudiants en médecine. C'est assez anecdotique, mais il était célèbre pour ça. Malheureusement, Suzannet est arrêté en décembre 1801 avec son camarade Dandinier. Tous les deux, ils sont emprisonnés et deviendront compagnons de cellule. Alors là, écoutez bien, là aussi, je vais vous en apprendre, je pense. Comme pour l'or, aujourd'hui, je vous en apprends. Ils sont emprisonnés, et on leur fait faire un long périple à travers la France de prisonniers. On commence par, tout d'abord, les emprisonner à la prison du Temple. Vous verrez les documents dans le hall, là, à Paris. On les transporte ensuite au château de Dijon, puis à Salins-les-Bains, dans le Jura, et enfin au fort de Joux, près de Pontarlier. Le fort de Joux, il faut savoir que, pour y être allé, c'est l'une des prisons françaises les plus redoutées, sinon la plus redoutée sous le consulat. Il a une réputation terrible, le fort de Joux. Déjà, c'est un fort qui est en hauteur, au sommet de montagnes escarpées. Son architecture est impressionnante. Il y a 5 enceintes solidement accrochées sur le roc, avec fossés, tours, hauts murs percés et petites embrasures. Le climat du Haut-Doubs en hiver est épouvantable. C'est des moins 30. D'accord? C'est épouvantable. C'est le lieu imprenable. C'est la forteresse où vous pouvez y mettre des prisonniers. Vous êtes sûr qu'il ne s'évadera pas et vous êtes sûr que la forteresse sera pas prise. Hein, c'est sûr. Hein. Nul lieu en France n'est aussi sûr pour y mettre des prisonniers. Il s'agit aussi d'un des lieux les plus malsains, avec des conditions de vie ultra sommaires. Les deux compagnons, Suzannet et Dandinier, s'étaient toujours, en tant que compagnons de cellule, jurés de reprendre la liberté. On nous tient en captivité, on se jure de toujours reprendre la liberté. Déjà, quand ils étaient au château de Dijon, emprisonnés, les gardiens les avaient surpris une nuit en train de creuser le sol de leur cellule pour essayer de se frayer un passage, voyez-vous. Donc autant vous dire qu'au fort de Joux, ils étaient étroitement surveillés. Malgré tout, comme ils ne se résignent jamais, et bien malgré tout, patiemment, jour après jour, même si au fort de Joux les choses se font beaucoup plus difficiles,
Suzannet et Dandigné parviennent à scier jour après jour les barreaux de leurs cellules. Vous savez combien de temps ça leur prendra pour scier les barreaux petit à petit, jour après jour, sans que les gardiens s'en rendent compte? Ça leur prendra 1 an. 1 an, ils sciaient un petit peu chaque jour. Il y en a un qui sciait, qui avait une ficelle accrochée à l'autre, qui surveillait la porte, et quand l'autre surveillait la porte, voyait un gardien, il tirait sur la ficelle, comme ça l'autre qui était en train de scier pouvait s'apercevoir que le gardien arrivait. Et au fur et à mesure, pour masquer la sciure, pour marquer qu'ils avaient entamé le barreau, ils avaient inventé un jeu de miroir pour faire refléter le barreau dans l'autre, de façon à ce qu'on croit que les barreaux soient intacts. Voyez-vous? C'était quand même mûrement astucieux. Ouais, astucieux et mûrement réfléchi, tout à fait. Ils parviennent à... ils utilisent des morceaux de corde et de ficelle qui enveloppent leur pactage pour former une cordelette. Malheureusement, cette cordelette se révélera bien trop faible pour supporter le poids de 2 hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de méthode. Ils utilisent alors des morceaux de drap et des rideaux pour confectionner une corde plus longue et plus résistante. Ils confectionneront aussi, jour après jour, une corde de 17 mètres avec les rideaux des lits. Avec la complicité de quelques gardiens facilement soudoyables, Constant arrive à se procurer le plan des cheminées installées dans chaque cellule. Ils se mettent alors à percer la cloison du conduit, et ni une ni deux, Suzannet et Dandigné s'y engouffrent et se faufilent à l'intérieur du conduit de la cheminée dans le fort de jour pour s'évader. Ils resteront 4 jours à l'intérieur avant de voir la lumière du jour. Ils resteront 4 jours. 4 jours à l'intérieur, en essayant de creuser tout en bas pour se frayer un chemin. Dans la nuit du 15 août 1802, ils s'évadent de ce fort pourtant réputé infranchissable. Les gardiens ne se rendent compte de leur évasion que vers 2 heures du matin. L'évasion de Constant et de Suzannet est représentée dans un tableau majestueux, superbe, exposé aujourd'hui à l'Historial de Vendée au Buttes-sur-Boulogne. Et cette évasion figure parmi les plus grandes évasions célèbres de l'histoire. Suzannet ne fut jamais repris. Il séjournera chez des amis dans le Vivarais et retourna en Vendée en 1806. En 1814, le roi Louis XVIII de Waterloo, d'accord? Le 20 juin 1815, Constant de Suzannet est mortellement blessé au combat de la Roche-Servière et rendit son âme à Dieu le lendemain des suites de ses blessures à Évrefeuille-sur-Maine. Sa dépouille repose aujourd'hui dans l'église de Médon-sur-Seine. Voilà. Chers amis, j'espère ne pas avoir été trop long. J'aimerais juste conclure en quelques mots, très très brièvement, pour vous dire juste que, après ce que je viens de vous parler, bon, bien sûr j'ai été peut-être un petit peu long, parfois un peu trop rapide sur certains aspects. Bon, je vous prie de m'en excuser. Disons que mon public est habituellement un peu plus jeune d'habitude, un peu plus connecté aussi. L'histoire de la guerre de Vendée, c'est une histoire qui est matricielle, qui est héroïque tout en étant tragique, qui est sombre tout en étant à la fois haute en couleur. Elle nous grandit, elle nous donne à penser, elle nous invite à réfléchir. Plus de 220 ans après, on est à 225 ans après, les nombreuses questions qu'elle soulève restent encore entières. Et si tant est qu'il puisse exister quelques éléments de réponse, ceux-ci se trouvent incontestablement dans la nécessité d'un devoir de mémoire indispensable pour perpétuer et pérenniser le souvenir de ce qui fut non seulement la plus grande des guerres civiles françaises, mais aussi une terrible lutte fraternelle entre 2 parties d'un seul et même peuple, unis pourtant dans une même nation. L'image d'un déchirement français, d'un déchirement dramatique, pourtant tramé au départ dans des rêves de progrès, de grandeur et de liberté. Chers amis, la liberté et l'égalité sont bien évidemment des biens précieux vers lesquels il faut toujours tendre. Ils sont indispensables. Néanmoins, permettez-moi quand même de m'interroger, de nous interroger, car ici, dans le cas de la Vendée de 93 et de 94 surtout, de quelle liberté s'agit-il? Et de quelle égalité parle-t-on? Et à quel prix? La liberté, telle que l'entendaient les révolutionnaires parisiens assoiffés d'un soi-disant progrès, les Vendéens et Constant de Suzannet n'ont pas voulu qu'on la leur impose. Ils l'ont appris à leurs dépens, car eux avaient déjà compris que tout ce qui brille n'est pas de l'or. La liberté, la vraie, leur liberté, ils l'ont choisie, ils se sont battus pour elle, ils l'ont défendue et ils l'ont acquise, tardivement, certes, mais de haute lutte. Cette liberté était conforme à ce qu'ils croyaient. Ce n'était pas un leurre. Elle avait le goût du panache, un panache vendéen, un panache français. Leur liberté, Constant de Suzannet, les Vendéens l'ont payé au prix des larmes et au prix du sang. Le sang versé au champ d'honneur par tout un peuple qui portait la Vendée au cœur
et qui montre aux yeux de la postérité qu'il n'est nul besoin de palmes, de lauriers ou de la reconnaissance des livres d'histoire pour se forger une légende. Non, il suffit juste de ne pas faire de compromis avec ses convictions et ses fiertés intimes. Plus tard, le général Delattre le comprendra lui aussi très bien dans sa célèbre phrase « ne pas subir ». Oui, chers amis, les questions que la guerre de Vendée soulève restent encore entières. La devise du général de Suzannet était « Veritas semper veritas », la vérité, toujours la vérité. Puissions-nous ici aujourd'hui à la Chardière faire de cette belle devise un peu la nôtre. Merci de votre attention. S'il y a des questions, des choses comme ça, auxquelles je puisse répondre. Pas de questions. Je n'ai pas été trop long, ça va? Non, c'était parfait. Ça va. Bon. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour votre attention. Merci beaucoup.